Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le parti majoritaire en Guinée-Bissau a introduit le 3 janvier un recours devant la Cour suprême pour contester la défaite de son candidat Domingos Simões Pereira à l'élection présidentielle. Le PAIGC persiste, c'est un coup d'État électoral et affirme avoir des preuves en vidéo. La Banque centrale éthiopienne table sur une croissance économique à 10,8% pour l'exercice fiscal 2019-2020, prévision qui se situe en hausse par rapport à la croissance de 9% enregistrée par le pays sur l'exercice précédent. Et puis en exil depuis sa chute du pouvoir en 2013, le 15 décembre 2019, l'ancien président centrafricain François Bozizé est rentré à Bangui, toujours sous sanction des Nations Unies. D'aucuns disent qu'il aurait en ligne de mire la présidentielle de décembre 2021. Des spéculations que notre invité Bertin Béat, le secrétaire général de son parti, le KMK, nous aidera à éclairer. Le PAIGC de Domingos Simões Pereira, parti majoritaire en Guinée-Bissau, ne cesse de dénoncer les résultats du second tour de la présidentielle qui l'ont donné perdant. Son parti a introduit le 3 janvier un recours devant la Cour suprême pour contester la défaite de son candidat, dénonçant des résultats qui auraient été modifiés au profit de son adversaire Umaro Sissoko Embalo. Le PAIGC affirme même avoir des preuves confirmant leurs accusations dans une vidéo. Les détails avec Philomentine. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau gravement remis en cause. Ce scrutin qui devrait définitivement sceller la paix en Guinée-Bissau, politiquement instable depuis 2 décennies, semble être entaché d'irrégularités et de manipulations. Le candidat Umaro Sissoko Embalo avait été déclaré élu par la Commission électorale nationale. Sauf que cette dernière aurait été poussée à modifier les résultats initialement favorables à Domingos Simões Pereira. Le dossier est encore entre les mains du président de la Cour suprême qui a convoqué le PAIGC, tout comme le MADEM. On s'étonne un tout petit peu si le PAIGC dit qu'il y avait des fraudes. Est-ce qu'elle a suivi la loi? Est-ce qu'elle a suivi les règlements qui veulent que les réclamations se fassent dans le bureau où l'irrégularité a été constatée? Elle ne l'a pas suivi. Dénonçant une fraude électorale, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, dirigé par Domingos Simões Pereira, avait introduit un recours devant la Cour suprême de la Guinée-Bissau, ce qui a d'ailleurs bloqué le verdict de la présidentielle. Toute la machine qui est liée à ce processus se trouve entre les mains du parti au pouvoir, aussi bien l'administration territoriale, tout comme le secrétariat d'État, une institution triée ou taillée sur mesure, puisque même la CEDEAO s'était étonnée de l'existence d'une telle institution. Et ensuite, on a la CNE, qui est normalement une entité à part. Une reconsidération pourrait avoir lieu sur les résultats provisoires de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau, avec la preuve brandie par le PAIGC. La Cour suprême doit se prononcer dans un délai de 8 jours à compter de la date de l'introduction du recours. Les performances économiques de l'Éthiopie sur l'exercice 2019-2020 devraient surpasser celles de l'exercice précédent. En effet, la Banque centrale éthiopienne table sur une croissance économique qui va s'accélérer à 10,8% pour l'exercice se terminant en juillet 2020. Une performance qui résulte des réformes mises en œuvre par le Premier ministre Abiy Ahmed, notamment la libéralisation de nombreux secteurs. Les précisions de Corinne Kamse. Au terme de l'année budgétaire en juillet 2020, la Banque nationale éthiopienne prévoit une croissance de 10,8% contre 9% l'exercice précédent. Une croissance à 2 chiffres rendue possible par les réformes économiques initiées et renforcées par le Premier ministre Abiy Ahmed depuis son arrivée en avril 2018. Depuis l'arrivée du Premier ministre Abiy Ahmed, il y a eu l'accélération des processus de privatisation des entreprises publiques et un renforcement également du secteur privé en tant que tel. Il y a également l'accord de paix avec l'Érythrée qui a fini par stabiliser la zone Afrique de l'Est. L'énergie, les télécommunications, les transports ou encore la production du sucre ne sont plus la chasse gardée de l'État. Cette dynamique de modernisation de l'économie a ravivé l'intérêt des investisseurs et bailleurs de fonds tels que le Fonds monétaire international qui a conclu avec l'Éthiopie un accord triennal d'un montant de 2,9 milliards de dollars. Mais il est évident qu'une telle croissance ne peut se pérenniser si véritablement l'Éthiopie entre dans un cycle de stabilité politique.
En 2017, il y a eu des troupes civiles en Éthiopie, une incertitude politique liée à la velléité de sécession de certaines régions en Éthiopie. Voilà, donc voilà autant de menaces, y compris les aléas climatiques, qui peuvent alors contrarier cette prévision de croissance au cours de l'année 2020. Selon la Banque africaine de développement, l'année 2020 verra l'accentuation de l'embellie économique en Éthiopie. Cela passera par la modernisation dans l'agriculture, mais aussi la poursuite du processus d'industrialisation avec le développement des zones industrielles. De même, l'option de libéralisation choisie par le gouvernement va réduire les dépenses publiques avec un effet stabilisateur sur la dette publique. En République démocratique du Congo, l'affaire des 200 millions de dollars empruntés par la générale de carrière et des mines a été portée devant la justice. Le plaignant Ventora, une société de Dan Gertler, homme d'affaires israélien sous sanction américaine. Raison évoquée par la Gécamine pour justifier son refus de payer sa dette. De son côté, la société civile voudrait bien savoir à quoi a servi cet argent. Reportage de notre correspondant Jacques Mboko. 200 millions de dollars empruntés par la Gécamine auprès de Fleurette, une des entreprises de Dan Gertler, homme d'affaires israélien bien connu en RDC. La générale des mines et des carrières refuse de payer la dette. Pour motif, le propriétaire est sous sanction américaine. Aussi, l'entreprise a changé de dénomination. Les organisations non gouvernementales s'en mêlent. Nous, au niveau de la LICOCO, on demande à ce qu'on puisse auditer profondément la Gécamine et effectivement en tirer les conséquences et ceux qui détournent soient sanctionnés parce qu'une société ne peut pas être gérée de la sorte. La Gécamine a traité avec Fleurette qui par la suite s'est transformée à Ventora. Au-delà des entreprises engagées dans cette affaire, ce sont deux hommes clés du monde des affaires qui sont mis en exergue. Il s'agit de Dan Gertler et Albert Yuma, président du conseil d'administration de la Gécamine. L'affaire est portée à la cour d'appel de Lubumbashi. Le numéro de compte existe, on a payé la fisc, les ministres du gouvernement congolais accusent réception et reconnaît que la Gécamine a contribué à cela. Les contrats également existent qui a fait ces prêts entre la Gécamine et l'institution qui a donné les prêts. Les contrats, il existe, ceux qui veulent les voir peuvent les consulter à tout moment. Des comptes de transactions existent. Et donc, nous pensons que pour l'instant, nous sommes en train de traverser une période qui est encore critique post-électorale. On doit éviter toute action susceptible de mettre en péril les acquis de l'alternance. Créée en 1966 en remplacement de l'Union minière du Haut-Katanga, la générale des carrières et des mines reste, malgré la baisse des productions, le principal contributeur à l'économie congolaise, ce qui justifie l'attention de l'opinion dans cette affaire. Dans la soirée du 15 décembre 2019, l'ancien président centrafricain François Bozizé a retrouvé Bangui après 6 ans d'exil. L'ex-président est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide. Il est également sous sanction des Nations Unies pour son rôle dans la crise centrafricaine de 2013. Philomentine. Depuis son retour d'exil à Bangui, la capitale centrafricaine, courant décembre 2019, l'ex-président déchu François Bozizé n'a pas encore obtenu une suite favorable à sa demande d'être reçu par le chef de l'État de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. L'attente commence à être longue pour l'ancien président centrafricain. Rien n'interdit ou n'interdisait à François Bozizé, du point de vue juridique, de revenir en Centrafrique. Ce droit lui est garanti par la Constitution qui précise que nul ne peut être contraint à l'exil. Que l'on soit bien clair, que l'on soit bien d'accord, Bozizé lui-même ne cache pas son intention de se porter candidat à la présidentielle de l'année prochaine. En exil après avoir été chassé du pouvoir en 2013, François Bozizé serait rentré à Bangui avec l'intention de reprendre le pouvoir par les urnes alors que se profile la présidentielle de décembre 2020. Il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide lancé par son pays en 2013. Bozizé n'est pas au-dessus de la loi. Sur le plan judiciaire, l'ancien président a bien du souci à se faire sur l'épineuse question du statut des anciens chefs d'État. L'Assemblée nationale serait en train de travailler sur une mouture
de textes. Après le départ de François Bozizé, la Centrafrique a vite sombré dans de pires violences intercommunautaires. Au même moment, les massacres communautaires se sont multipliés entre Séléka, une coalition de groupes rebelles pour chasser du pouvoir l'ex-président centrafricain, et Anti-Balaka, des milices d'autodéfense mises en place par des paysans. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le secrétaire général de son parti, Bertin Béat. Bienvenue, Monsieur Béat, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, Monsieur Béat étant proche de l'ancien président Bozizé, quel est son état d'esprit aujourd'hui? L'état d'esprit du l'ancien président François Bozizé, c'est d'abord un homme de paix. Vous avez dû constater, comme tous les téléspectatrices et téléspectateurs de notre chaîne continentale, qu'à chaque sortie de François Bozizé, il agitait toujours un mouchoir blanc, symbole de paix. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il a demandé, dès son retour dans la capitale centrafricaine, une rencontre, une audience. Un retour qui n'a pas officiellement été autorisé par l'État. Écoutez, puisque je viens de suivre le reportage ou l'analyse faite par notre compatriote Guy-José Kossa, qui dit que nul ne peut être contraint à l'exil, c'est une disposition claire et pertinente de notre Constitution, la loi fondamentale. Donc, il devait rentrer un jour ou l'autre. Il a choisi cette date. Il est présentement... Une date qui n'est pas anodine, quelque part. Je ne sais pas quelle signification vous donnez à cette... Parce que, justement, votre compatriote parlait d'une potentielle candidature. Oui, parce que nous avons une loi électorale, le code électoral, qui prévoit, qui dispose qu'il faut avoir séjourné au moins un an. Voilà, justement. Donc il devait rester dans ce délai. C'est d'ailleurs ce que son parti, le KNK, lui a demandé à l'occasion de notre 3e Conseil national qui s'est tenu en août dernier. Eh bien, nous sommes dans cet état d'esprit-là. Bozizé, en tout cas, est préparé à aller à la rencontre des électeurs et électrices centrafricains. Alors, depuis son retour, apparemment, il essaye de rencontrer le président Touadéra, jusqu'ici sans succès. Quel message veut-il porter, justement, auprès du président? C'est un message de paix pour dire que je suis un homme respectueux de la légalité. Je rentre dans mon pays après 6 ans d'exil à Kampala, en Ouganda. Eh bien, je viens, n'est-ce pas, pour apporter aussi ma contribution à la résolution de la crise centrafricaine qui n'a que trop duré. Ouais. Qui n'a que trop duré. Et vous pensez qu'il a encore assez d'influence, justement, il peut imposer son poids dans la scène politique centrafricaine aujourd'hui pour résorber cette crise-là? Mais tout à fait. Toutes les sorties présentes, Bozizé d'abord au quartier Boeing, quartier qui se situe, une grande agglomération, se situe aux alentours de l'aéroport Bangui-Mpoko, où il y avait une liesse populaire. Une deuxième sortie, c'était à la cathédrale de Bangui. Une troisième sortie, c'est au quartier Begwa, aussi une forte agglomération. Il a rendu aussi visite aux anciennes premières dames, Madame Bokassa, Madame Kolimba, et à l'ancien vice-président Henri Maïdou. Il a été aussi dans des mosquées. Je crois que ces sorties ont démontré sa popularité et l'ancrage politique dont il dispose, dont sa formation politique dispose aujourd'hui dans notre pays. Mais enfin, laissons la possibilité au peuple souverain de trancher la question pendant les élections de décembre 2020 et nous souhaitons qu'il puisse aller à la rencontre des électeurs seul. Donc vous confirmez qu'il y aura une candidature? Il aura une candidature, certes, de François Bozizé, parce que nous estimons au KNK que ni le mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui, ni les sanctions des Nations Unies ne sont des sources de déchéance de ses droits civiques et politiques. Il est présumé innocence. Et il me semble que la présomption d'innocence est une notion universellement admise. Que faire de ces accusations-là quand même? Parce que ce sont de fortes accusations. Que faire de ces accusations? Mais il est prêt à répondre si la justice le souhaite. Mais nous pensons au KNK qu'il faudrait éviter de faire la promotion d'une justice à géométrie variable. Dotto Dia Michel, qui est à la tête de la coalition Séléka, qui aussi s'est rendu coupable de crimes graves, d'atteinte aux libertés. N'est-ce pas? Lui, il est absous, curieusement. Il se trouve donc en exil. Donc selon vous, c'est un peu 2 poids 2 mesures. C'est 2 poids, effectivement, 2 mesures. Et nous pensons que cette injustice n'a que trop duré. Il y a aussi des compatriotes comme Noureddine Adam, qui est sur la liste du comité des sanctions des Nations Unies, mais qui lui se déplace. Il était récemment à Khartoum, il était à Addis Abeba. Le président Bozizé n'a pas le droit de se déplacer. Non, disons que les Nations Unies, le comité des sanctions, pour être plus précis, a pris 2 types de mesures, 2 sanctions pour l'essentiel. L'interdiction de voyager, mais sauf de rentrer dans son pays, il peut rentrer
Ensuite, le gel des avoirs. Oui. Voilà les 2 sanctions prises par le comité des sanctions. Et nous avons pris le soin de lire attentivement les différentes résolutions des Nations Unies. Nous avons rencontré le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Monker Ndiaye. Nous avons rencontré également le représentant de l'Union africaine. Ils sont tous unanimes. Rien n'interdisait à Bozizé de rentrer dans son pays. Nous avons échangé également avec le comité des sanctions des Nations Unies, en tout cas des experts qui étaient de passage en Centrafrique. Nous avons échangé avec eux. Ils sont tout aussi clairs. Rien n'interdit à François Bozizé de rentrer dans son pays. Il y a même des exceptions. Première exception, Bozizé peut rentrer dans son pays pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux. Deuxième exception, pour des raisons de procédure judiciaire, Bozizé peut être autorisé à rentrer dans son pays. Et troisième exception, si son retour peut contribuer au règlement de la crise et la paix et la stabilité dans la sous-région, il peut rentrer. Alors, on peut faire jouer ces exceptions-là, et c'est au nom de ces exceptions qu'il est donc rentré en Centrafrique. De la stabilité et de la résorption de la crise, est-ce que vous pensez... Pourquoi, selon vous, le président Touadéra, jusqu'ici, n'a pas rencontré l'ancien président Bozizé? Mais Touadéra, justement, l'état d'esprit qui le caractérise aujourd'hui, c'est qu'il priorise les discussions avec les groupes armés, surtout la Séléka, et il n'y a pas à cacher. Il le fait dans un but purement électoraliste. Il est dans cette collusion avec la Séléka, justement, pour qu'il soit sûr de sa réélection en 2020. Et pourtant, Bozizé, qui rentre en homme de paix, lui est tout simplement ostracisé. Donc c'est cette politique de mesures que nous combattons, que nous rejetons, que nous critiquons, mais avec grande sévérité aujourd'hui. Non, vous tendez toujours la main au président Touadéra pour ce dialogue-là. Ça a été l'état d'esprit de François Bozizé depuis le début de la crise, jusqu'aux élections, pendant la transition, et jusqu'à l'élection présidentielle, qui a vu donc Touadéra être élu, grâce à une frange importante du KNK. Souvenez-vous que M. Touadéra a été deuxième vice-président du KNK, a été premier de François Bozizé pendant 5 ans. Il est quand même curieux de voir aujourd'hui que son ancien mentor, qui est de retour en Centrafrique, et que lui refuse, n'est-ce pas, de rencontrer jusqu'à ce jour. Merci Bertin Béat. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.